Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. C'est lorsque j'ai sauté du bateau et que je me suis retrouvé totalement sous l'eau. Et là, c'est de se dire qu'il y a des milliers de mètres sous nous. Et en fait, moi, ça m'a pris la cage thoracique. Et en fait, c'est l'immensité de ce qui nous entoure. Et là, je me suis retrouvé, en fait, je me suis dit, en fait, si je meurs ici, en fait, ça va pas faire de bruit, personne va me retrouver. Et en fait, là, je voyais vraiment l'immensité de ce qu'il y avait autour de moi. C'est la première fois où je me dis que, en fait, on n'est rien du tout à l'échelle de la planète et de l'univers. Alexandre a d'abord vécu des écologies intérieures à travers ses aventures, via la contemplation de la nature qui lui a permis de revenir à l'instant présent. Puis, la prise de conscience écologique qui l'interroge. Pourquoi proposer les mêmes solutions aux villes et aux campagnes, aux riches et aux pauvres ? Pourquoi en faire un sujet à part alors qu'il devrait être présent dans tous les pans de la vie ? Sur ces questionnements, je vous laisse en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Amélie. Alors, possiblement certains des auditeurs te connaissent par rapport à tes nombreux projets sportifs ou voyages, donc le Tour d'Europe, dans tes plus gros, le Tour d'Europe, la traversée de l'Atlantique, tu as aussi fait le marathon, tu as fait un Ironman. Là, dans un mois et demi, tu auras l'ultramarin. Ma première question, c'est comment tu te sens vis-à-vis de l'écologie ? Là, aujourd'hui, à cet instant, quel est ton sentiment par rapport à la nature et tout ce qu'il peut y avoir autour ? L'écologie, ça reste un sujet où on en parle énormément vis-à-vis des médias, des réseaux sociaux. Moi, j'ai appris à vivre avec l'écologie, j'ai envie de dire très récemment, vis-à-vis des projets que je peux faire et vis-à-vis de l'alternance que j'ai pu faire au sein de la Water Family et de découvrir des problématiques, découvrir aussi des solutions, surtout parce que ce que j'aime pas beaucoup dans le domaine, on va dire, de l'écologie, c'est l'écologie punitive. On nous donne beaucoup d'interjections. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, qu'on doit se priver vis-à-vis des générations qui sont passées avant nous et qui, eux, ont, on va dire, détruit la planète dans laquelle on vit, et que c'est aux nouvelles générations de trouver des solutions et de se priver, alors qu'on n'en est pas les premiers responsables des conséquences qu'on peut voir à l'heure actuelle. Donc toi, comment tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Je suis un écologiste, mais déjà non averti parce que je connais pas non plus le sujet en profondeur. Après, au jour le jour et dans mon quotidien, c'est quelque chose dans ma vie, que j'essaie de mettre, mais par petites doses. Et je suis pas encore prêt, moi en tout cas, à me priver de certaines choses dans ma vie parce que j'en suis pas encore rendu là, et c'est, je pense, être écologiste. J'en suis qu'au tout début, et je pense que c'est un cheminement qui est long pour vraiment être pointu dans le domaine. Comment toi, tu as eu ce lien avec la nature ? Comment il s'est construit ? Ce lien avec la nature, déjà, j'ai eu la chance de grandir en campagne comparé à la ville. Donc déjà, j'avais pas les stéréotypes quand on vit en ville qu'on peut avoir sur la campagne. Donc c'est quelque chose, moi, qui est important et que j'ai envie de garder pour mes enfants, par exemple. C'est vivre à la campagne et ne pas vivre en ville, avoir des espaces de verdure, des grands espaces autour de moi. Après,
l'écologie et le monde dans lequel on vit, moi je l'ai réellement découvert au travers du tour d'Europe que j'ai pu faire en Renault 6. À cette époque-là, les réseaux mobiles n'étaient pas européens et juste français. Donc en fait, durant les 11 000 km qu'on a parcourus à travers l'Europe, on était en quelque sorte obligé de contempler le paysage et la nature qui étaient autour de nous. Et je pense que c'était primordial et je suis très heureux d'avoir fait ça en 2014 et que les réseaux sociaux et que la téléphonie mobile n'étaient pas aussi évolués parce que du coup ça nous a vraiment permis de déconnecter et vivre vraiment l'instant présent et ce qu'on pouvait découvrir autour de nous. Et qu'est-ce qui t'a le plus touché pendant ce tour d'Europe? Bah, c'est la multitude de paysages qu'on peut rencontrer. Euh, c'est la multitude aussi des réserves qu'on peut avoir et de ce qu'on peut découvrir. Moi, je viens de la Sarthe, donc c'est on va dire un plat pays. Et là, on a pu découvrir l'univers, on va dire, marin des océans, des côtes, quelque chose que j'avais pas forcément l'habitude, et aussi les montagnes. Et donc en parlant de côte, de mer, même si toi, tu n'avais pas l'habitude parce que en Sarthe, ton premier projet, c'est Tour d'Europe. Donc oui, tu vois la mer, mais tu n'es pas en contact avec la mer. Et pour autant, après, la mer a eu un grand rôle dans tes projets. Oui, parce que le second projet, ça a été un tour de l'Atlantique à la voile à partir de septembre 2019. Et là, je pense que c'est aussi une prise de conscience de ma part de ce que l'on peut voir en termes de destruction de l'espace sauvage en mer, parce que tout ce qu'on fait sur Terre, ça ressurgit en mer. Et donc là, de pouvoir voyager par la seule force du vent sur un bateau, ça fait prendre conscience des choses, ça fait prendre conscience du paysage qui nous entoure, et ça fait prendre conscience aussi qu'on est une infime goutte en tant qu'humain sur l'eau, parce que lorsqu'on traverse l'Atlantique, c'est du bleu sur tout l'horizon, et là on se dit qu'en fait on n'est rien du tout comparé à l'immensité de la nature qui nous entoure. Et qu'est-ce que tu as pu voir pendant tes voyages, que ça soit en tour d'Europe ou la traversée de l'Atlantique, euh, ce que l'humain avait fait de mal envers la planète et à des endroits où tu l'as vu, où tu te serais dit, mais comment c'est possible de voir ça ici alors que normalement il n'y a pas d'humain, quoi. Moi, c'est plus se dire que, par exemple, quelqu'un qui laisse un déchet par terre ou en mer, pour moi, ça devient juste du bon sens, en fait, de le mettre à la poubelle et de le laisser par terre. Ça relève même pas du domaine de l'écologie ou être quelqu'un qui a des vertus dans l'écologie. C'est juste du bon sens pour moi. Et juste se dire que, voilà, des déchets qu'on peut voir un peu partout sur Terre, les retrouver en plein milieu de l'océan, à quelques centaines de kilomètres, se dire que voilà, après ça va être mangé par des poissons et que le poisson, après, nous on le retrouve dans notre assiette. Donc en fait, on est en train de se polluer, même pas que les poissons ou que les océans, on est en train de se polluer nous-mêmes. Donc c'est vraiment les principales choses que j'ai pu observer, que ce soit sur le Tour d'Europe ou le Tour de l'Atlantique, c'est que toutes les actions de l'humain, en fait, ça nous revient aussi à nous dans le cycle. Ouais, c'est une sorte de boomerang, quoi. Genre, Exactement. on se le reprend dans la figure sans s'en rendre compte à travers ce que les poissons peuvent manger au quotidien, par exemple, si on reprend ton exemple. Et face à l'immensité de l'océan, comment toi tu t'es senti? Honnêtement, on va dire les 48 heures au début, ça fait peur parce qu'on se dit que là, en fait, on est livré à la nature, on se donne à elle et en fait, oui, on est sur un bateau, on peut faire des réglages, mais en même temps, si la nature a envie, j'ai envie de dire, de nous croquer, elle va nous croquer. Donc, il faut un temps d'adaptation et après, par contre, une fois qu'on l'a, c'est un sentiment de plénitude, de zénitude de se dire qu'on a beaucoup de chance de pouvoir être sur l'eau en plein milieu de nulle part, qu'on est déconnecté vraiment de tout et profiter vraiment de l'instant présent et de prendre du temps pour soi et du temps à ne rien faire. Je suis quelqu'un qui est beaucoup sur mon téléphone et juste se dire, voilà, mon téléphone, je l'éteins et je vais l'avoir dans une vingtaine de jours, ça fait un bien fou, alors qu'au début, on se dit que ça va être dur de le supporter. Et au fin de compte, c'est pas quelque chose qu'on le recherche quand on revient sur Terre. C'est une sorte d'écologie intérieure, quoi. Oui, plus que de la pratique, c'est une purification on va dire, de soi, de ses pensées, de son esprit, parce que ça nous permet aussi de faire le point sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de faire quand on va revenir sur Terre.
Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à un projet que tu as pu faire, ou le avant Alexandre, comment il pensait, et le après, les choses qui ont changé chez Alexandre? C'est certainement profiter de l'instant présent, de où je suis, de ce qui m'entoure, alors qu'avant c'était plus être simplement dans l'action et pas observer ce qui peut m'entourer, alors que avec ces différentes expériences, c'est plus, oui, observer ce qui m'entoure, c'est avoir les ondes positives autour de moi et ces instants de partage et de communion, et notamment à travers la course à pied en nature. Et cette communion, cet instant présent, euh, t'arrives à la retrouver que dans la nature? Et c'est ça, la nature qui te l'apporte, ou parfois t'arrives à la retrouver dans d'autres espaces? Profiter de l'instant présent, non, ça peut être aussi des moments en famille, des moments de partage, de rire, de sourire. Mais après, oui, je trouve que l'instant présent, c'est aussi de contempler ce qui nous entoure maintenant. Quand on regarde un peu, qu'on aille sur des beaux bords de mer, en montagne, même dans des concerts, en fait, les gens, ils ne vivent plus l'instant présent. En fait, ils capturent l'instant pour pouvoir le revoir, mais donc du coup, ça, je pense que ça en perd en saveur. Et je suis pas quelqu'un de comme ça qui prend sans cesse tout en photo. Je suis plus dans vivre ce qui se passe, parce que je pense qu'on le vit d'autant plus fort. Et en fait, il y a tellement maintenant de monde qui est en capacité de prendre des photos ou autre que ça sert un peu à rien. Euh, c'est vrai que t'as pas beaucoup partagé sur tes réseaux des photos en mer. Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est parce que t'as pas pu prendre de photos? Est-ce que tu voulais garder ça pour toi? Honnêtement, c'est de se dire, en fait, par exemple, le premier banc de dauphins qui vient entourer le bateau, en fait, vu que c'est la première fois, ça me vient pas l'idée de me dire, tiens, je vais le capturer. Ce moment-là, cette idée, elle vient qu'au bout de trois quatre fois. Et en fait, c'est aussi ne pas perdre ce sentiment de se dire que c'est formidable ce qu'on vit. En fait, quand si le banc de dauphins nous accompagne pendant 48 heures, à la fin, on est lassé. Alors que là, vu que ça arrive très ponctuellement, on a envie toujours de profiter de cet instant-là et de se dire que voilà, ce coucher de soleil-là, seuls nos yeux sont en capacité de le voir. Et de toute façon, en fait, ce qu'on a en photo ou en vidéo, ça rend pas la réalité de ce qu'on a pu vivre. Et justement, je trouve que ça amoindrit ce qu'on a vécu, en fait, quand on le montre à quelqu'un. Même dire qu'est-ce qu'on a vécu lors d'une traversée du golfe de Gascogne, si on l'a pas déjà vécu ou si on n'était pas là à ce moment-là, en fait, la personne ne peut pas s'imaginer ce qu'on a réellement vécu en pleine mer. Donc, toi, ce que tu proposes un peu, c'est sortez un peu de vos réseaux sociaux et allez vivre aussi le moment présent. Faites des aventures en pleine nature pour qu'en fait vous ayez votre moment un peu écolo, un peu d'émerveillement qu'il y a autour de vous, parce qu'en fait le raconter ou le regarder à travers un appareil photo, ça rend pas du tout comme le souvenir que toi tu peux en avoir. Après, je suis le premier à partager mes aventures sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'en garde aussi beaucoup pour moi. Je montre plus les finalités de ce que j'ai pu faire, mais pas forcément tout le chemin. Le chemin, je le garde un peu pour moi. Et en fait, c'est aussi selon les endroits où on vit, je pense, où on a cette fibre d'écologie qui peut vivre en nous. En ayant vécu à Biarritz, aller courir tous les matins à 6 heures, alors que je suis pas quelqu'un de matinal, en fait, c'était devenu un réel plaisir, parce qu'on aussi, on peut contempler la nature qui se réveille en même temps que nous, observer l'océan, observer le lever du soleil, le coucher. C'est des choses que, selon l'endroit où on vit, l'émerveillement, il n'est pas le même. J'ai pas envie de dire que être à Chantenay-Villedieu dans la Sarthe, quand le soleil se couche dans les champs, oui, parfois c'est joli, parfois, j'y trouve pas non plus un plaisir, alors que à vivre dans des endroits où déjà le cadre est joli, et forcément ça augmente ce plaisir de pouvoir y vivre. Et tu disais que, par exemple, les bancs de dauphins, une fois qu'ils sont beaucoup là, tu peux te retrouver à être lassé. Un peu pareil pour la Sarthe, parce que tu la connais par cœur, donc tu peux être aussi être lassé. Donc il y a aussi, toi, dans ta manière de vivre, il y a ce côté où il me faut des nouveaux projets, il me faut des nouveaux lieux pour pouvoir t'émerveiller à chaque fois de la nature. Tu as fait plusieurs endroits en France, donc tu as vécu en Sarthe, en Vendée. Tu as été aussi pendant tout un moment en Bretagne. Et puis Biarritz, et tous ces endroits de France t'ont apporté quelque chose en fin de compte.
Oui, parce que en fait, d'un côté, je dis que la Sarthe, c'est pas forcément super beau, mais en même temps, j'y suis retourné, j'y vis maintenant. Et en fait, on parle beaucoup maintenant de micro-aventures. Il n'y a pas besoin de forcément de partir loin pour voyager, pour rêver, pour vivre ce côté aventure que les gens vont rechercher maintenant en pleine nature. On a beaucoup vécu à travers des exploits, en tout cas moi, de grands aventuriers comme Mike Horn qui part à l'autre bout du monde dans des contrées où en fait pour lui le mot aventure c'est où des personnes n'ont pas encore réussi à aller ou n'ont pas encore réussi à traverser. Maintenant l'aventure elle est accessible à tous et avant de partir dans des grandes aventures, moi je pense qu'il faut se faire la main aussi sur des petites aventures et il y a plein d'aventures à vivre au quotidien près de chez soi et on le voit maintenant avec le développement par exemple des voies vertes un peu partout, non pas que sur la côte. Il y en a une qui va se monter dans une ville comme Sablé-sur-Sarthe, donc c'est vraiment ce... Et je pense que cette reconnexion à la nature, elle est d'autant plus importante maintenant depuis le post-Covid où les gens ont ce besoin de se reconnecter à la nature. On a bien vu que c'est peut-être très concret ce que je vais dire, mais que le marché immobilier en province a explosé et que à Paris, il y avait beaucoup de gens qui avaient eu ce besoin de partir des grandes villes pour vivre pleinement en nature et plus en reconnexion avec ce qu'on peut vivre. Et ce moment d'instant présent où il y a beaucoup plus de joie, de bonheur et de plaisir et de bien-être mental à vivre en province plus qu'en ville. Donc, il y a les micro-aventures, et toi, tu en as vécu une avec Alice Modolo, où là, encore une fois, dans l'eau. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, cette initiation à l'apnée avec Alice, c'est une profonde découverte de moi. Une, encore ce mot qui est peut-être galvaudé dans les médias, mais l'instant présent, parce que en fait là, on est simplement dans l'eau à vivre, à contempler ce qui est autour de nous, à se priver de cette capacité de respirer, et c'est une profonde reconnexion à soi, mais aussi à la nature, parce que quand on s'immerge dans l'eau, quand on va vers le fond, vers le grand bleu, bah, c'est en fait une reconnexion avec, purement avec soi et ça reste une micro-aventure, mais qui peut changer profondément la vision qu'on peut avoir du reste du monde. Donc, tu as été sur l'eau, sous l'eau, sur terre, pas encore dans les airs, à part quand tu prends l'avion. Où est-ce que tu t'es senti le plus petit? Le plus petit, ça a été en plein milieu de la traversée de l'Atlantique. On a eu la chance de se baigner pendant la traversée de l'Atlantique. Bien sûr, c'est des choses qu'il faut faire quand le vent n'est pas là, quand la houle n'est pas là. On l'a fait dans des circonstances où on était en capacité de le faire de manière où on était en sécurité, hein, ça se fait pas n'importe comment, n'importe où. Et honnêtement, c'est cette impression, déjà que je suis pas forcément à l'aise dans l'eau, c'est lorsque j'ai sauté du bateau et que je me suis retrouvé totalement sous l'eau. Et là, c'est de se dire qu'il y a des milliers de mètres sous nous. Et en fait, moi, ça m'a pris la cage thoracique. Et en fait, c'est l'immensité de ce qui nous entoure. Et là, je me suis retrouvé, en fait, je me suis dit, mais en fait, si je meurs ici, en fait, enfin, ça va pas faire de bruit, personne va me retrouver. Et en fait, enfin, là, je voyais vraiment l'immensité de ce qu'il y avait autour de moi. Et c'est la première fois que tu en prenais conscience? Ah ouais, là, c'est la première fois où je me dis que, waouh, en fait, on n'est rien du tout à l'échelle de la planète et de l'univers. Donc, demain, si la nature a envie de reprendre ses droits, Bah, d'un côté, on voit que quand la nature a envie de reprendre ses droits, que ce soit les inondations, les incendies, les ouragans, euh, malgré toutes les technologies qu'on a maintenant, elle peut faire des sacrés dégâts. Mais en même temps, je pense que nous, on le vivra pas. Mais oui, la nature, si elle a envie de reprendre ses droits et d'exploser, elle nous explosera tous. C'est peut-être fort hein, comme mot, mais enfin, on n'est pas grand-chose, quoi. ouais, on est juste un être vivant parmi tant d'autres. Et puis nous, on est que, enfin, en tout cas nous à notre échelle en tant qu'humains, on est que de passage, hein. Donc la nature, un arbre, il en a vu des générations passées. Bien sûr que nous, on a la capacité de le détruire,
Mais quand on voit ce qu'on fait subir à certains terrains et que la nature reprend toujours le dessus, bah, elle a des ressources, je pense, qui sont beaucoup plus fortes que nous, humains. Et est-ce que tu penses que ce serait pas plus sage qu'on travaille avec la nature? Bah, travailler avec, ou enfin, j'en suis totalement convaincu et totalement d'accord. Hem, Après, il faut travailler aussi en bonne intelligence. Hem, je trouve que le problème parfois de l'écologie, c'est que on veut, tout supprimer, tout d'un seul coup pour éradiquer un problème. Je viens de la Sarthe, le monde de l'agriculture, j'en ai beaucoup autour de moi d'agriculteurs et eux, c'est leur métier, mais c'est aussi leur passion. Et je pense qu'il faut pas non plus, stigmatiser, ces métiers-là et leur faire porter, des choses qui c'est même pas de leur volonté à eux et je pense que faut y aller petit à petit parce que aussi on voit que l'agriculture, c'est un domaine qui se perd alors qu'on en a aussi besoin, ça nous permet aussi de nous nourrir. Que les personnes qui exercent ce métier, souvent, enfin, très souvent, c'est par passion parce qu'ils font des heures et des heures. Ils sont plus proches de leur culture, de leurs bêtes, ils les aiment, ils le disent. Et donc, je pense qu'il faut y aller petit à petit dans ce monde où on essaie de bah, manger de moins en moins de viande, manger de plus en plus, j'ai envie de dire le mot de graines, qu'il faut y aller petit pas par petit pas, il ne faut pas tout le révolutionner d'un seul coup. Ou alors, si on révolutionne pas, enfin, par petits pas, moi, ce que j'entends, c'est aussi, bah, il faut aussi les accompagner. On ne peut pas non plus leur dire, il faut changer, mais par contre, débrouillez-vous. Bah totalement parce qu'il y a des gens qui mettent leur vie dans l'agriculture, dans leur ferme, et si du jour au jour on leur dit bah vous gagnez plus d'argent, enfin ils se retrouvent aussi, ils ont aussi des familles eux derrière, et donc faut pas les laisser abandonner sur le bord de la route, faut aussi les accompagner dans cette transition. Si on va aller dans une transition écologique, faut aussi pouvoir les accompagner et les aider dans cette transition-là, et quand on discute avec des agriculteurs, ils sont quasiment, tous d'accord avec ça. C'est juste que, bah, transformer des champs en par exemple de nature agricole, mais en agriculture, biologique, ça met du temps aussi et donc il faut les accompagner dans ce processus. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'accompagnement aujourd'hui? Est-ce qu'il en faudrait plus? Est-ce qu'on leur tape un peu trop dessus? Qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, moi, honnêtement, je pense qu'on leur tape un peu trop dessus. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, hein, mais je pense que aussi c'est, quand on est à l'échelle de la France, en termes de territoire, on représente rien du tout à l'échelle, mondiale, et en fait, je trouve qu'on demande beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on est un pays, développé, qu'on prend pour exemple à travers le monde. C'est aussi une chance qu'on a, mais en même temps, quand on est à l'échelle, quand on regarde ce qui se passe en Inde, quand on regarde ce qui se passe en Chine, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, bah, en fait, on peut comprendre que les gens sont lassés, qu'ils n'ont pas envie de faire les efforts parce qu'en fait, à l'échelle mondiale, tous les efforts que ce que ça peut nous demander au quotidien, ça représente une goutte d'eau. Après, il faut bien commencer par quelque chose, mais je peux comprendre les gens qui sont lassés et de se dire, bah, on tape toujours sur les mêmes, quoi. Par exemple, l'Inde, alors oui, c'est un pays qui est beaucoup pollué, mais aussi c'est en grande. Demain, ça va être aussi les premiers concernés par rapport au changement climatique, alors que c'est vrai que la France, nous, on aura, je sais pas si on peut dire c'est de la chance, mais on sera beaucoup moins touché, en tout cas plus rapidement, autant rapidement. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de choses que nous on fait et qui aura un impact dans d'autres pays. Est-ce que, est-ce que ce serait pas aussi de faire notre part du travail par rapport aux dégâts qu'on peut faire dans d'autres pays qui seront beaucoup plus touchés que nous? S'il faut réformer aussi, il faut trouver des accords à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, parce que, bah, en fait, sinon, le français a ce sentiment de toujours devoir faire les choses, mais qu'à côté, en fait, rien ne suit, enfin, que ça soit nos voisins européens, dans le monde. Donc, oui, on va payer peut-être les pots cassés un peu plus tard que certains pays, mais en même temps, je pense qu'on est dans les premiers à faire les efforts.
Je sais pas si on est dans les premiers en termes de gouvernement à faire des efforts, mais par contre, oui, le sujet de l'écologie est quand même très fort en France par rapport aux réseaux sociaux. Et vu que nous, on est une génération réseaux sociaux, on le voit beaucoup plus que, par exemple, nos parents ou grands-parents qui, eux, sont plutôt à la télé et donc qui sont beaucoup moins touchés par tout l'aspect écologie. Euh, Et justement, moi, je comprends pas, justement, d'un point de vue politique, qu'il y ait un parti strictement, enfin, le parti écologiste. Je pense que l'écologie devrait être dans tous les partis, mais qu'il n'y ait pas un parti enfin, que ça soit une vision juste d'un seul parti. Ça devrait être dans tous les partis, et surtout pour les générations futures. On voit que, enfin, les valeurs de l'écologie sont très fortes dans les générations qui arrivent, et même la nôtre. Mais j'ai jamais compris justement ce principe qu'il faut un parti écologiste parce que bah, l'écologie devrait faire partie intégrante de l'ensemble des partis. oui, alors qu'aujourd'hui, si on a ce parti écologiste, c'est parce que il y en a pas assez dans les autres partis. Mais normalement, ça devrait être, oui, En fait, ça devrait un- être une norme, une normalité et pas une exception. et comme tu disais tout à l'heure, du bon sens. Exactement. En fait, pour moi, enfin, et je suis le premier à devoir encore faire plein d'efforts dans ma vie de tous les jours. Mais il y a plein de choses qui, pour moi, relèvent du bon sens. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient à l'esprit, mais manger sur des circuits courts, moi, depuis, enfin, ça va même pas faire 2 ans. Maintenant, mes légumes, mes fruits, bah, je vais les chercher sur le marché. Et je pense qu'il y a encore des visions où se dire que si on va sur le marché acheter nos légumes et nos fruits, on va payer plus cher qu'en grande surface, alors que moi, je m'en suis aperçu que c'était totalement l'inverse, que ça me coûtait beaucoup moins cher et que je consommais dans des circuits locaux et je savais d'où ça venait. Et en même temps, je faisais travailler des petits producteurs. Et pareil, à l'échelle de ma consommation de viande, je suis quelqu'un qui consomme quand même encore beaucoup de viande. J'aime ça et j'en ai besoin. Mais maintenant, je fais attention à aller à la boucherie plus souvent, à consommer local parce que je sais d'où ça vient et je sais comment c'est élevé. Mais par contre, je peux comprendre que dans des familles où les revenus sont moindres, que ça reste quand même une problématique parce que les enfants ont vécu comme ça à manger de la viande et que bah, on se tourne vers des plus grosses chaînes alimentaires parce que bah, ça revient moins cher et parce qu'il faut bien nourrir ses enfants. Donc l'écologie, oui, c'est quelque chose d'individuel. On peut faire des choses de notre côté. Par contre, il y a aussi tout l'aspect entreprise et politique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que tout le monde individuellement ne peut pas suivre. Parce que politiquement, on met pas de nouvelles normes qui permettraient à toutes les personnes de pouvoir suivre l'écologie. Oui, puis enfin, manger de manière écologique, il y a beaucoup de personnes qui le font aussi d'un point de vue santé. Moi, j'ai eu ma maman qui a eu un cancer. Et en fait, je ne sais pas si ça a fait un déclic pour elle, mais elle s'est mis aussi beaucoup à manger de manière agriculture biologique à ce moment-là. Et donc, nous, ça nous a, j'ai envie de dire, inculqué ces choses-là. Mais parfois, quand je regarde le prix entre quelque chose de bio et non bio, bah forcément que ça fait réfléchir. Après, quand on dit consommer moins mais consommer mieux, je suis d'accord, mais parfois, bah, c'est plus difficile à mettre en marche. Et si on revient un peu à tes projets, tu as eu aussi tout un projet avec la Water Family par rapport à toutes les problématiques qui pouvaient être liées à l'eau, à l'océan. Quelles étaient les problématiques? Bah, l'objectif premier de la Water Family, c'est de faire de l'écologie une matière première à l'école, en fait, que ça soit inculqué dès le plus jeune âge, et en fait que l'écologie, on peut en parler en mathématiques, on peut en parler en français, on peut parler en géographie, en histoire, que l'écologie soit quelque chose qui soit au sein même de l'éducation. Et moi, ce que j'ai appris et ce que je connaissais pas, et ce que j'ai découvert avec la Water Family, c'est l'eau virtuelle. Entre l'eau réellement qu'on consomme tous les jours, mais aussi l'eau virtuelle, c'est l'eau dont on a besoin lorsqu'on on fabrique un habit, de l'eau qu'on a besoin lorsqu'on mange. Et on voit que selon notre façon de consommer, cette eau virtuelle que l'on consomme au jour le jour, et bah, elle diverge énormément. Et, et comme on a pu en discuter avant même l'enregistrement du podcast, c'est lorsqu'on va dans des établissements scolaires ou dans des zones où, un peu défavorisées,
on peut pas en vouloir à un enfant d'avoir un sandwich industriel, d'avoir une canette que tout le monde connaît, euh, parce que bah, ses parents n'ont pas forcément les moyens, ses parents n'ont pas forcément cette volonté et cette éducation. Et donc on peut pas juger cet enfant-là comparé à un autre enfant où ses parents sont plus dans cette fibre-là et ont déjà plus les moyens. Et donc bah, consommer local, faire un sandwich maison, un jus d'orange pressé, parce que bah, et donc, ce que véhicule la Water Family, bah, par exemple, du bon sens. C'est que voilà, il y a des produits cosmétiques, il y a des produits, bah, du gel douche, des shampoings, qui sont au litre au même prix que des grandes marques. Et donc, c'est vraiment, je pense que les enfants sont aussi les premiers ambassadeurs de l'écologie à la maison. Et lorsqu'ils vont se faire réprimander 3-4 fois par leurs enfants, les parents, ils vont peut-être se dire qu'ils doivent changer des choses parce que bah, la planète qu'il y a aujourd'hui, c'est la planète qu'on laissera à notre génération future. Donc l'idée, c'est de mettre un peu l'écologie partout, si je te suis, pour que ça devienne quelque chose de commun, que ça soit dans le politique, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, dans l'agriculture. En fait, il faudrait que l'écologie soit bah, un, entre guillemets, un non-sujet, que ça devienne un non-sujet parce que c'est quelque chose qui est là tout le temps, quoi. Mais en fait, totalement, faudrait pas que ça soit un sujet qui vienne sur la table parce que plus on en parle, plus ça peut aussi prendre la tête aux gens et se dire on est toujours en train de nous rabâcher écologie, 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 alors que bah, il y a plein d'autres problématiques au quotidien pour beaucoup de Français, que ça soit bah, le pouvoir d'achat, etc., surtout en ce moment. Donc en fait, faudrait que ça devienne, comme tu dis, un non-sujet, que ça soit bah voilà, quand on parle de mathématiques, dans les calculs, bah en fait, on en parle, mais sans forcément que le thème soit abordé. Et pareil dans toutes les matières, et que, bah, après, pour moi, écologie, ça rime juste avec bon sens. Bon, bah, t'as un peu grillé ma dernière question. Mais avant d'arriver sur cette dernière question, je voulais te poser avant tout ce qui est écriture du bouquin. T'as forcément, donc t'as écrit un bouquin pour parler de ton histoire, que ce soit voilà, au travers de ta maladie, la mucoviscidose, mais aussi à travers tous tes projets. Quand tu as écrit ce bouquin, forcément, tu t'es replongé dans chaque univers. Euh, Est-ce que c'est au moment où tu t'es replongé dans cet univers, est-ce que c'est encore cette fois-là dans la traversée de l'Atlantique où tu t'es retrouvé euh, le plus vulnérable, ou il y a d'autres moments où tu t'es senti vraiment vulnérable? Mais comme je te disais, en fait, c'est super difficile de mettre des mots sur ce qu'on a pu vivre lors de la traversée, parce que tant qu'on le vit pas réellement, enfin, comme tu disais, c'est un peu de l'écologie intérieure. On se ressent sur soi, on refait aussi le point sur sa vie. Avec mes projets, je vais un peu partout, parfois au détriment de passer des moments avec ma famille, parce que je sais qu'ils seront toujours là, donc forcément, on les fait passer en dernier. Et là, j'ai réellement pris conscience que, bah, en fait, si tout le monde nous fait faux bond, nous tourne le dos, bah, il reste que la famille. Et je pense que là, je me suis pris bah, une claque vis-à-vis de ça, où j'ai réellement pris conscience que bah, ils sont plus qu'importants pour moi, et parfois, du coup, je les laisse un peu de côté parce que je sais qu'ils sont là. Donc, en fait, quand on sait qu'on va rien perdre, bah, on y fait peut-être moins attention. Et donc, oui, l'écriture du livre, lorsque j'ai dû raconter la traversée, je l'ai peut-être raconté de manière très factuelle de ce qu'on faisait, de comment on organisait et comment on s'occupait. Mais alors que, bah, par exemple, contempler lors de nos quarts de nuit des milliers et des milliers d'étoiles filantes, parce qu'en fait, il n'y a pas de pollution visuelle, c'est quelque chose qui... Ça fait prendre conscience qu'en fait, il y a beaucoup de pollution visuelle au jour le jour autour de nous, et qui sont juste, enfin, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais les enseignes lumineuses qui sont maintenant l'obligation d'être éteintes la nuit, ben, en fait, c'est simplement du bon sens, parce que c'est pas parce que tu vas te trimballer en marchant à 2 heures du matin et que tu vas avoir une enseigne allumée que tu vas dire, bah tiens, faut que j'y aille demain matin. Je, je,
En fait, il y a plein de... Je vais l'avoir trop dit dans le podcast, mais en fait, le bon sens, ça fait partie de... Et parfois, il y a des gens qui se disent non, je ne suis pas écologiste, mais en fait, c'est dans leur vie de tous les jours qu'ils le sont, et en fait, ils s'en aperçoivent pas parce que, en fait, pour eux, c'est naturel ce qu'ils ont mis en place, et je pense que c'est d'autant plus naturel lorsqu'on vit en campagne. Oui. Donc, par rapport à cette pluie d'étoiles filantes qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à avoir de la pollution autour de nous sans s'en rendre compte, que c'est en sortant de cette pollution qu'on se rend compte qu'il y en a, même dans nos campagnes. Et donc, je voudrais te poser une dernière question. Qu'est-ce que pour toi, l'écologie ? L'écologie, déjà, ça peut être pris sous plein de spectres. Je pense que moi, ce que j'ai vécu, c'est plus de l'écologie intérieure. Je suis pas du tout un exemple dans ma vie de tous les jours parce que j'ai encore plein de petits défauts, mais en même temps, je déteste l'écologie punitive parce que j'ai l'impression qu'il y a toute une génération d'un peu 50 ans qui, eux, ont profité à fond de la vie, de tous les travers, de prendre l'avion sans cesse, de aller aux quatre coins du monde pour découvrir. Et en fait, on nous dit, vous, les générations futures, votre génération, vous n'allez plus avoir droit de le faire. Et ça, en fait, pour contrer en fait les effets néfastes de comment eux, ils ont vécu. Et j'ai l'impression que la jeunesse paie un peu les pots cassés. Et donc, l'écologie aujourd'hui, moi, j'essaie d'en mettre à petite dose dans ma vie de tous les jours. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça devienne un sujet... mais parce que par la force des choses, ça devient un sujet central. Mais je pense qu'à trop en parler tout le temps et à trop dire aux gens, faut faire ci, faut faire ça, je pense que ça peut rebuter et faire l'effet contraire. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, qu'est-ce que l'écologie aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet tellement vaste que c'est difficile. Et en fait, parfois, quand on demande des efforts à certaines personnes qui font déjà beaucoup d'efforts au jour le jour sans s'en apercevoir, alors qu'il y en a d'autres qui... Après, faut pas forcément se comparer aux autres, mais c'est pareil, on veut les transports en commun tout le temps, mais il y a plein de personnes qui vivent à 20 km de leur travail, de l'école de leurs enfants, et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Et par contre, elles compensent, par exemple, en faisant un potager ou un jardin de leur côté. Donc en fait, on ne peut pas tous mesurer, en tout cas à notre échelle, comment on a cette fibre d'écologie en nous. Donc, si je résume, l'écologie, pour toi, il en faudrait partout, que ça devienne un non-sujet parce que ça devient quelque chose de totalement logique pour tout le monde. Et donc, pour ça, il faudrait de l'aide, mais pas de l'aide trop éloignée de la réalité, parce qu'il y a plusieurs réalités en fonction d'où on vit en France. Et donc en gros, l'écologie, pour toi, il en faut partout, mais attention, les personnes ne vont pas pouvoir donner de la même manière. Et donc, ceux qui ne peuvent pas donner, comment on les aide ? Oui, parce que en fait, ça doit devenir un sujet, mais en même temps un non-sujet, parce que si on en parle de trop, en tout cas, c'est que mon avis, mais on va gaver les gens, quoi. Ouais. Ou alors, il faut que la manière dont on amène le sujet soit moins punitif et plus dans la bienveillance et on y va tous ensemble, main dans la main. Exactement, il faut construire les choses tranquillement et y aller étape par étape et accompagner les gens, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.